Bonjour, donc je suis Gérard Ancelet, je suis directeur de recherche au CNRS et je suis le responsable de l'observation de l'ozone troposphérique à la station LIDAR de l'Observatoire de Haute-Provence. Donc pour la suite de l'exposé, je vais me permettre de retirer le masque, même si on est en période Covid, parce que l'assistance est à distance par rapport à l'orateur. Donc peut-être il est intéressant de rappeler un petit peu pourquoi l'ozone troposphérique est toujours un paramètre important à mesurer. Donc ce qu'on mesure vraiment ici à l'Observatoire de Haute-Provence, c'est la concentration de l'ozone en fonction de l'altitude au-dessus du sol, donc ce qu'on appelle le profil vertical de l'ozone. Et plus spécifiquement, l'ozone troposphérique, ça va être tout ce qui va être situé sous la couche d'ozone. Donc ici, vous avez les concentrations d'ozone en fonction de l'altitude. On voit au-dessus de 20 km la présence de la couche d'ozone stratosphérique. Et sous la couche d'ozone stratosphérique, on a cette ozone troposphérique. Alors sa spécificité, tout d'abord, par rapport à la couche d'ozone au-dessus, c'est que ces concentrations sont 10 fois plus faibles. Donc ça va poser des problèmes méthodologiques qui vont être différents de ceux qui vont exister pour la mesure de la couche d'ozone. Également, l'autre différence de cet ozone troposphérique, c'est qu'il a un temps de vie qui est de l'ordre de 10 à 20 jours. Donc ça veut dire que quand on va mesurer l'ozone ici, à l'Observatoire de Haute-Provence, on ne va pas juste observer ce qui se passe très localement au-dessus de l'observatoire, mais on va aussi avoir une signature des processus qui se sont passés en amont. Par exemple, des feux de forêt au-dessus de l'Amérique du Nord, des masses d'air transportées depuis l'Amérique du Nord ici au-dessus de l'observatoire. On va pouvoir identifier cette signature-là à partir de nos observations. Donc pourquoi l'ozone, on s'y intéresse également dans les plus basses couches de l'atmosphère. On sait que pour la couche d'ozone, c'est travailler sur sa capacité à bloquer les UV solaires. Pour l'ozone dans les plus basses couches, il y a deux questionnements importants. Le premier, c'est que tout d'abord, c'est peut-être quelque chose qui est moins connu dans le grand public, c'est que l'ozone dans la troposphère a un impact sur le climat. En effet, l'ozone absorbe dans l'infrarouge et il participe donc directement à l'effet de serre. L'effet lié à l'ozone représente à peu près 14% de celui associé aux autres gaz à effet de serre, comme par exemple le CO2 ou le méthane. Également, son rôle dans le climat vient du fait que c'est lui qui contrôle la production de ce que l'on appelle le radical hydroxyle, qui est un composé très peu concentré dans l'atmosphère, mais très efficace pour éliminer un grand nombre de composés, dont par exemple le méthane. Donc contrôler l'ozone, ça veut dire contrôler aussi le temps de vie du méthane et avoir un autre moyen d'action sur le changement climatique. L'autre effet plus connu de l'ozone dans l'atmosphère, c'est son rôle sur la biosphère. En effet, l'ozone est un oxydant relativement efficace et qui est responsable de problèmes respiratoires lors d'épisodes de pollution en ville, par exemple. Également, l'ozone induit une baisse des rendements agricoles. Et donc, par exemple, l'assimilation du CO2 par la végétation peut dépendre des concentrations d'ozone qui vont être rencontrées. Donc on voit un rebouclage également avec des problématiques qui intéressent les gens travaillant sur le climat. Alors, comprendre l'évolution de l'ozone dans la troposphère, c'est toujours... Alors, c'est une question qui maintenant... c'est une question scientifique qui est relativement bien comprise. Ça fait 15 à 20 ans à peu près qu'il y a des études qui sont menées pour comprendre les processus qui vont contrôler les concentrations d'ozone en dessous de 20 km. Mais l'étude de ces mécanismes reste à réévaluer dans le contexte en fait, du changement climatique. C'est-à-dire que les conditions qui prévalaient dans le passé ne sont plus tout à fait les mêmes maintenant. Et en particulier, bon, il faut se rappeler que l'ozone, c'est ce qu'on appelle un polluant secondaire. Donc il n'est pas émis directement par l'activité humaine, mais il va résulter d'émissions d'autres gaz par l'activité humaine, comme par exemple les oxydes d'azote. Et la production d'ozone va se situer directement dans le milieu atmosphérique. Donc il est nécessaire de bien comprendre tous ces processus photochimiques dans le milieu atmosphérique. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on effectue ici ces mesures d'ozone un petit peu régulièrement ici pour mieux comprendre ces processus.
Également, du fait qu'on a beaucoup moins d'ozone dans la troposphère que dans la stratosphère, les échanges entre ces deux réservoirs vont être extrêmement importants. Puisqu'on a 10 fois plus d'ozone au-dessus de 20 km, ça va avoir une incidence sur l'évolution des concentrations à plus basse altitude. Donc ça, c'est aussi un des paramètres qui doit être pris en compte et que l'on peut étudier à partir de nos observations. Donc, en ce qui concerne maintenant la méthodologie d'observation de l'ozone, elle est relativement complexe, car elle est beaucoup moins, l'ozone, comme je l'ai dit, est beaucoup moins concentré dans la troposphère que dans la stratosphère. Donc on va avoir besoin de méthodes d'observation relativement sensibles. Également, on va être obligé de prendre en compte tous les processus météorologiques, parce que du fait du temps de vie de l'ozone, on a vu que l'ozone a un temps de vie de l'ordre de 10 à 20 jours, donc il va être très sensible à l'ensemble des processus météorologiques. Donc, à l'Observatoire de Haute-Provence, on a la chance de pouvoir mesurer plusieurs paramètres en même temps. Alors peut-être juste avant de discuter vraiment l'instrument lui-même, je voudrais juste rappeler maintenant sur les méthodes d'observation, peut-être juste quelques mots sur les méthodes d'observation de l'ozone dans les basses couches de l'atmosphère. Donc on a vu que l'ozone absorbe le rayonnement ultraviolet, donc c'est ça qui est à la base finalement d'un grand nombre de techniques de mesure permettant de doser sa concentration. Donc par exemple, à l'intérieur des réseaux d'observation de la pollution au sol, bon, ici en région PACA, il y a donc un système de surveillance de la pollution. D'ailleurs, il y a une des stations qui est localisée ici sur le site de l'observatoire. Eh bien, on a des techniques de mesure, ce qu'on appelle des mesures in situ, qui vont doser l'ozone à partir de son absorption par le rayonnement UV. Le même type d'instrument peut être embarqué sur des avions. Donc, on fait ça au CNRS sur des avions de recherche, mais on fait ça aussi maintenant sur des avions de ligne. Donc, il y a un programme de recherche de mesure de l'ozone à partir d'instruments embarqués sur des avions de ligne, donc qui volent. Il y a un nombre d'avions relativement limité, mais qui permet d'avoir donc des informations sur les distributions d'ozone dans la troposphère. Donc bien sûr, il y a les méthodologies de mesure par LIDAR. Donc c'est ce qu'on va expliquer juste après, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui sont complémentaires d'autres mesures de profil qui vont être celles effectuées par des instruments embarqués sous ballon sonde. Et là, on aborde en fait une autre propriété de l'ozone. On a vu que l'ozone, c'est un oxydant relativement important. Et donc, c'est parce que l'ozone est un oxydant important qu'on va pouvoir le doser avec des techniques que l'on appelle des mesures par sondage électrochimique. Donc ça, on discutera de ça un petit peu plus tard lorsque l'on présentera les expériences de mesure ballon. Donc, il faut rappeler d'ailleurs que ce sont ces mesures par ballon effectuées à l'échelle mondiale qui ont permis pour la première fois de mettre en évidence l'augmentation de l'ozone troposphérique à partir des années 1970. Alors on va passer maintenant à la mesure de l'ozone troposphérique par LIDAR proprement dite. Donc Philippe Kécut vous a expliqué précédemment un petit peu les grandes lignes de la méthodologie de la mesure LIDAR, et notamment l'utilisation d'une source laser pour aller sonder l'atmosphère rétrodiffusant vers le sol le rayonnement du faisceau laser, ce rayonnement étant collecté par un télescope. Eh bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la quantité de lumière qui va être collectée par le récepteur de lumière, ici par exemple le télescope là, que vous voyez ici, va varier en fonction de l'altitude à laquelle se trouve la zone diffusante ici, qui va réfléchir le rayonnement vers le sol. En effet, donc le signal détecté ici par l'instrument va très rapidement décroître en fonction de l'altitude de cette zone diffusante. On peut comprendre ça très bien en imaginant que cette zone diffusante, c'est un peu comme un œil qui regarde le miroir du télescope avec un certain champ de vue. Plus l'œil va être loin du collecteur de lumière, plus le champ de vue sur lequel vous allez voir cette surface de collection va être relativement étroit. Et donc, au fur et à mesure que vous éloignez la zone diffusante, votre signal va décroître avec un facteur qui varie comme le carré
de la distance entre le collecteur de lumière et la zone diffusante. Donc on a vraiment une décroissance extrêmement rapide, juste liée au fait que vous éloignez donc, cette zone diffusante. Après, donc, si vous corrigez cet effet-là, vous obtenez un peu une courbe de ce genre qui va représenter le nombre de photons émis par votre laser, réfléchis par l'atmosphère vers le sol, et qui va donc... alors, ce que l'on peut voir, c'est que même si l'on corrige donc de cet effet ici d'angle, enfin de champ de vue sous lequel est vu le collecteur de lumière, on continue à avoir ici une décroissance du signal. Cette décroissance, en fait, elle représente tout simplement aussi la capacité qu'a l'atmosphère d'absorber les photons. Donc ce n'est pas juste un effet de géométrie lié à la visée, mais aussi l'atmosphère interagit avec le rayonnement et va avoir tendance à le diminuer. Donc c'est, en fait, la majeure partie des paramètres que l'on va mesurer reposent sur ce principe physique-là. Donc par exemple, pour l'ozone, typiquement, ça va être l'absorption d'un faisceau lidar par l'ozone qui va nous permettre de mesurer sa concentration. Ce que l'on peut voir aussi ici, c'est que vous avez une zone pendant laquelle le signal va augmenter. Donc quand on va être très proche du sol, le signal n'est pas très fort, mais au contraire va être proche de zéro. Alors pour comprendre ça, c'est assez simple en fait, c'est que on va avoir besoin d'une certaine distance pour que le télescope, ce gros télescope que vous voyez ici, commence à pouvoir détecter le faisceau laser qui a été envoyé vers l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la fonction de géométrie, en fait, entre le faisceau émis et le collecteur de lumière. Et donc, ceci va résulter par une croissance ici du signal en fonction de la distance. Alors, pour nos mesures, c'est un peu gênant d'ailleurs, parce que si on veut vraiment restituer les paramètres atmosphériques dans cette zone-là, on va être obligé de corriger de cet effet-là. Alors, pour la mesure d'ozone, on va en fait pouvoir s'en débarrasser de cet effet-là. Tout simplement parce qu'on ne va pas émettre une seule longueur d'onde dans l'atmosphère, mais on va émettre 2 longueurs d'onde. Alors, donc déjà, ça va nous permettre de se débarrasser de cet effet de géométrie. Et en plus, pour avoir un système qui est ce qu'on appelle auto-étalonné, donc qui ne va pas dépendre, comme les mesures de ballon, on verra plus tard, d'un étalonnage très précis du capteur, on va comparer en fait 2 signaux, un qui va être à une longueur d'onde qui va être très absorbé par le paramètre que l'on veut mesurer, et un autre signal qui va être très peu absorbé par le paramètre que l'on va mesurer. C'est ce qui est schématisé ici sur ce graphe, où on voit ce qu'on a appelé ici le signal P2, vous voyez, qui décroît un peu moins vite, représente le signal qui n'est pas absorbé par l'ozone. Le signal P1 représente le signal qui va être absorbé par l'ozone. Alors pour pouvoir détecter la concentration, la capacité d'absorption à une altitude donnée, puisque c'est ça dont on a besoin pour restituer le profil, ici on va mesurer en fait non pas l'amplitude de ce signal-là, mais la variation d'amplitude de ce signal-là. C'est ce que l'on appelle la pente du signal dans notre jargon, la variation locale en fait du signal détecté. Et donc on fait ça à ces 2 longueurs d'onde. On le fait à la longueur d'onde 1, qui est la longueur d'onde absorbée, à la longueur d'onde 2, qui est la longueur d'onde non absorbée. Donc c'est ce qui est représenté sur l'autre graphe que vous voyez là. Donc ici, ce que vous avez, c'est la variation en fonction de l'altitude, hein, toujours, de cette absorption locale par l'ozone. Et donc pour les 2 longueurs d'onde. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, on a une différence d'amplitude pour cette absorption locale. Et c'est cette différence d'amplitude ici qui correspond directement à la concentration d'ozone. Donc par exemple, pour vous donner un petit exemple d'interprétation de cette courbe-là en termes de concentration d'ozone dans l'atmosphère, ici à 6 km d'altitude, vous voyez que la différence entre ces 2 courbes est beaucoup plus forte qu'à 8 km d'altitude. Donc on voit tout de suite qu'ici on va avoir un pic d'ozone, donc beaucoup plus d'ozone à 6 km d'altitude qu'à 8 km d'altitude. Donc on a vraiment cette capacité à détecter à différents niveaux les concentrations d'ozone. Alors je vais maintenant décrire un peu plus en détail, une fois connu le principe de mesure, maintenant, comment est-ce que l'on a construit l'instrument qui va être basé sur cette méthodologie. Donc,
comme vous l'avez vu précédemment avec Philippe, hein, on a besoin d'un émetteur. Donc ici, ça va être un émetteur qui ne va non pas émettre une longueur d'onde, mais deux longueurs d'onde. Et en plus, pour éviter d'avoir des problèmes de géométrie, on veut vraiment que ces deux longueurs d'onde soient émises de façon ce que l'on appelle collinéaire. Donc, que les deux faisceaux soient issus d'une même source laser. Et en plus, avec une différence de longueur d'onde qui correspond à une absorption suffisamment importante par l'ozone. Donc on a vu que dans la troposphère, on a 10 fois moins d'ozone que dans la stratosphère, donc il va falloir qu'on choisisse des longueurs d'onde qui sont relativement bien absorbées. Donc ces longueurs d'onde bien absorbées, on sait où elles se trouvent, hein. Les spectroscopistes nous disent qu'elles se trouvent dans une gamme de longueurs d'onde qui se situe entre 250 nanomètres et 300 nanomètres. À la différence de la stratosphère, hein, Sophie Godin vous expliquera ça plus tard, c'est que là, on va au contraire chercher à pouvoir aller détecter de l'ozone qui va absorber beaucoup plus fort et donc avec des sections efficaces d'absorption un petit peu plus faibles. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir une source laser qui émet deux longueurs d'onde entre 280 et 300 nanomètres. Et donc ce que l'on a choisi de faire ici, c'est de travailler avec ce que l'on appelle un laser YAG, donc qui est une source solide qui est bien maîtrisée. Alors le problème de cette source solide bien maîtrisée, vous l'avez vu précédemment, c'est aussi ce qui est utilisé dans les lidars température, c'est que c'est une source laser qui à la base émet dans l'infrarouge. Alors là, on est loin de ce dont on a besoin pour aller mesurer l'ozone dans l'UV. Et donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser du mélange de fréquences. Donc c'est ce que vous voyez ici, là, ces deux oméga, 4 oméga. Eh bien, ça représente tout simplement deux étages où l'on va convertir le signal de base du laser YAG dans l'infrarouge. Donc le premier étage, à 2 oméga, va permettre de générer une longueur d'onde dans le vert. Donc c'est ce que l'on voit bien sur les autres lidars, donc à 532 nanomètres. Et donc le deuxième étage, qui utilise la même technologie, c'est le même genre de convertisseur de fréquence, mais qui va à nouveau doubler, donc on va avoir cette fois-ci du 4 oméga. Et donc du 4 oméga, ça nous permet de diviser la longueur d'onde de base qui était à 1 micron à 266 nanomètres. Alors on pourrait se dire, bah, c'est parfait, on va utiliser 266 nanomètres. Bah non, parce que 266 nanomètres, pour ce que l'on veut faire nous, je vous ai dit, on veut quelque chose entre 280 et 300. Donc ça ne va pas. Donc ce que l'on va rajouter en fait à cette source laser de base, ça va être un autre étage qui va être qui correspond ici à ce long tube en inox, qui va être rempli en fait avec un gaz. Donc ce gaz, c'est du deutérium. Le deutérium, c'est un peu comme de l'hydrogène, mais en fait avec des noyaux un peu différents. Et donc ce gaz, si on l'utilise avec une pression suffisante, si le faisceau laser passe à l'intérieur de ce gaz, il va générer ce que l'on appelle de l'émission Raman stimulée. Donc ça permet en fait d'avoir un peu comme on a ces conversions 2 oméga, 4 oméga dans des cristaux. Ici, on va avoir une conversion, mais dans un milieu gazeux, et non pas avec un doublement ou quadruplement de fréquence, mais on va être capable, en choisissant bien le gaz que l'on utilise, à vraiment avoir des conversions de fréquences relativement bien ciblées. Et en particulier, en utilisant ce deutérium, on est capable de convertir la longueur d'onde de 266 nanomètres en deux autres longueurs d'onde, une qui correspond à ce que l'on appelle la première Stokes-Raman, qui est à 289 nanomètres, et une deuxième qui est la deuxième Stokes-Raman, qui elle va être à 316 nanomètres. Et donc là on s'est dit bingo, 289, 316, c'est à peu près ce qu'il nous faut pour pouvoir mesurer l'ozone dans la troposphère. Et en plus, vous voyez qu'on a vraiment un seul faisceau, une seule cuve, et donc on a vraiment nos deux faisceaux qui vont être émis dans l'atmosphère, de façon collinéaire. Donc ensuite, ce faisceau, il va être, comme on l'a vu précédemment, il va être diffusé par le milieu atmosphérique, collecté ici par ce grand télescope de 80 cm. Pourquoi il est si grand? Parce que plus on va avoir un grand télescope, en fait, plus on va avoir une sensibilité de mesure qui va être suffisante. Donc suffisamment de photons à détecter au sol. Donc ensuite, ces photons rétrodiffusés par l'atmosphère, ils vont être mélangés également, eux, dans un seul et même faisceau rediffusé vers le collecteur de lumière. Donc l'enjeu, ça va être maintenant de séparer ces deux faisceaux pour pouvoir les détecter par deux
de détecteurs de lumière réellement différents. Donc on utilise non pas comme sur les autres lidars des filtres pour séparer spatialement les longueurs d'onde, mais on va utiliser ici ce que l'on appelle un spectromètre à réseau. Bon, après, je vous ouvrirai le boîtier hein, pour pouvoir voir un petit peu plus précisément l'arrangement optique à l'intérieur de ce spectromètre. Mais ceci vous permet juste de comprendre. Donc ici, ce qui est représenté sur cette diapositive, vous avez ici, c'est un schéma optique qui représente donc le collecteur de lumière, le télescope, avec son miroir primaire, qui renvoie vers un miroir secondaire, qui lui-même va focaliser à l'entrée le faisceau à l'entrée du spectromètre. Et donc, à l'intérieur du spectromètre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait un réseau de diffraction. Et ce réseau de diffraction agit comme un prisme. Il va séparer en fait les deux longueurs d'onde. Donc, ici, la longueur d'onde verte et la longueur d'onde bleue, bon, qui correspond à... Bon, ce n'est pas les vraies couleurs dans l'atmosphère, hein, ça correspond donc à nos deux longueurs d'onde à 316 et 289 nanomètres. Et donc, vous voyez qu'on est capable de les séparer spatialement. Donc, si on est capable de les séparer spatialement, eh bien, c'est simple, on va mettre juste un détecteur devant chaque faisceau pour pouvoir vraiment mesurer simultanément les deux signaux rétrodiffusés par l'atmosphère. Donc, alors, juste pour vous donner peut-être quelques informations sur les caractéristiques des mesures que l'on est capable d'effectuer avec ce genre d'instrument. Donc, avec cet appareil-là, on est capable donc de mesurer, alors pas à partir du sol. Alors, je vous ai dit qu'on se débarrassait complètement des fonctions de géométrie en utilisant un seul faisceau. Bon, on a quand même un peu des problèmes parce qu'on a un gros télescope avec un champ de vue qui est un peu étroit, et donc on a quand même des fonctions de géométrie résiduelles qui persistent et qui nous empêchent en fait de mesurer en dessous de 2,5 km au-dessus. Alors, c'est au-dessus du niveau de la mer, donc ça fait à peu près 1,7 km ici au-dessus du niveau du sol. Donc on a vraiment une mesure ici à partir uniquement de 2,5 km au-dessus du niveau de la mer. Et également, le signal il va être atténué au fur et à mesure de sa propagation dans l'atmosphère, et donc au-delà de 14 km d'altitude, on n'a plus suffisamment de photons pour pouvoir faire des mesures fiables. Donc là, vraiment, la gamme d'altitude sur laquelle on va pouvoir faire des mesures, c'est 2,5 à 14 km d'altitude. Heureusement, on a l'autre lidar stratosphérique qui, lui, va prendre le relais et qui va mesurer au-dessus de ces 14 km d'altitude. Donc ici, on fait des mesures régulières, bon, sauf lorsqu'on a des conditions météorologiques qui ne nous permettent pas, donc un couvert nuageux trop important. Donc on essaye de faire des mesures 3 à 4 fois par semaine, en fait, avec cet instrument-là. On peut aussi fonctionner ce que l'on appelle sous forme de campagne de mesure, parce que bon, tout l'intérêt du lidar, par exemple, par rapport au ballon sonde, c'est théoriquement, il peut fonctionner en continu. Je pourrais laisser tourner cette source laser en continu et avoir des mesures pendant toute la journée. Alors ici, on ne fait des mesures qu'en début de nuit, mais lors de certaines campagnes de mesure, on peut vraiment fonctionner en continu et donc avoir une surveillance à beaucoup plus haute résolution des concentrations d'ozone au-dessus de nos têtes. Donc on a une incertitude sur la mesure qui est de l'ordre de 7%, qui permet de faire beaucoup de choses hein, et même de détecter donc des tendances assez faibles sur l'évolution en fonction des différentes années. Alors les erreurs principales hein, qui vont subsister, c'est d'une part, quand on va avoir des couches de nuages ou des couches d'aérosols trop denses dans l'atmosphère, ça va être une grosse perturbation sur la mesure d'ozone et on ne va pas pouvoir faire de mesures. Donc souvent, on va supprimer en fait, tout bonnement les concentrations restituées dans cette zone-là. Et puis, il y a cette affaire de fonction de géométrie en fait, dans les basses couches qui reste aussi une source d'erreur assez importante. Alors, juste peut-être pour vous donner une petite indication de résultats qui correspondent aux deux modes de fonctionnement que j'ai cités précédemment, donc les mesures en routine, régulières, et puis les mesures lors de campagne. Eh bien, donc cet instrument, il fonctionne depuis 1990, donc on a vraiment pratiquement maintenant 30 ans d'observation avec ce type de technique à l'Observatoire de Haute-Provence. Et donc, ça nous permet de faire ce que l'on appelle les études de tendance à long terme de l'évolution des concentrations d'ozone dans l'atmosphère. Et en plus, de le faire en fonction de l'altitude. Donc, c'est ce qu'on voit ici un peu sur ce schéma. Donc vous avez à différents niveaux d'altitude, ici c'est vraiment au niveau, à l'interface entre troposphère et stratosphère, ici c'est au niveau du sol,
Et donc, on a sur 25 ans de données ici, on a l'évolution, ce qu'on appelle l'évolution, la variabilité interannuelle. Et donc, ce que l'on a pu mettre en évidence, par exemple, c'est qu'on a tendance à avoir une augmentation, en fait, à l'interface troposphère-stratosphère, alors qu'au contraire, dans les basses couches, on a plutôt maintenant une diminution de l'ozone dans les très basses couches liée aux politiques de réduction en fait, des émissions polluantes. Donc, je vous ai cité un exemple aussi d'utilisation lors de campagnes de mesure. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici sur ce schéma. On va avoir ici, ce sont des diagrammes, en fait, ce qu'on appelle des diagrammes temps-altitude. Donc, ici, vous avez le temps en abscisse, en altitude, en ordonnée, vous avez l'altitude. Et puis en couleur, ça représente l'intensité des concentrations d'ozone mesurées. Donc plus c'est rouge, plus vous avez d'ozone, plus c'est bleu, moins vous avez d'ozone. Et donc ici, on a eu des enregistrements, or pas complètement en continu, il y a eu des petites périodes où on a arrêté l'instrument, mais pendant une semaine, on a quand même une densité de mesures relativement importante. Et ça nous a permis, par exemple, d'étudier ces phénomènes d'échange entre la stratosphère et la troposphère, ou aussi d'étudier l'augmentation de l'ozone lors d'épisodes de pollution. On peut voir ici, dans les basses couches, une augmentation de l'ozone à la fin de la semaine, alors qu'en début de semaine, on avait des concentrations relativement modérées.